Thomas, je te laisse la parole. Ouais, ok. Merci à tous d'être ici. Et puis, je vais vous parler d'imagerie par résonance magnétique et plus particulièrement du coup de mon travail pratique de TP4 qui a eu lieu dans ce domaine. Je donne le titre à l'aube d'une nouvelle technologie de transmission-réception du signal à haut champ. J'aurais pu donner un nom plus barbare, mais ça n'aurait pas été très invitant pour la présentation. D'abord, j'aimerais remercier les irrotationnels pour cette opportunité. Donc, moi, je suis vraiment content d'être là et puis de pouvoir parler de ce projet. Je remercie aussi tout particulièrement mon superviseur, donc Daniel Vance. C'est un postdoctorant au CIBM sur le site de l'EPFL. Et il travaille en IRM à cette Tesla. Il s'occupe de tout ce qui est de la radiofréquence. Et donc, il fait de la recherche dans son postdoctorat. Et il m'a vraiment poussé. Il est allé plus loin qu'un simple TP4. Il a une phrase qui me répétait tout le temps. C'était un TP4 doit systématiquement déboucher sur la soumission d'un abstract pour une conférence. Et c'est une phrase, ça motive, c'est cool, mais quand on doit travailler à la hauteur de ce que ça veut dire, ça peut parfois être éprouvant. Mais du coup, l'expérience était vraiment unique et je suis vraiment très remerciant pour ça. D'ailleurs, ils recherchent dans le futur aussi d'autres étudiants pour TP4. Alors, si cette présentation vous plaît, peut-être que vous devriez vous intéresser à ça. Ok. Alors, bon, ça c'est un peu la table de ma présentation, à peu de choses près. En gros, je vais parler de l'IRM, basiquement, comment ça fonctionne, pour vous mettre vraiment le contexte. Et puis ensuite, je parle un peu plus précisément de ce que j'ai fait, et puis je vais pouvoir vous montrer des résultats, en fait, les résultats qu'on m'a soumis, et puis les discuter un petit peu. Alors, si vous avez des questions pendant la présentation, volontiers, vous pouvez les mettre sur le chat. Je pense que pendant la présentation, c'est mieux si vous posez vos questions sur le chat. Moi, je les lis, je vois le chat, je l'ai sous les yeux et j'y réponds immédiatement. Donc, plutôt si c'est des questions d'ordre de compréhension. Par exemple, s'il y avait quelque chose que je n'ai pas très bien expliqué, vous n'avez pas compris, je l'explique tout de suite pendant qu'on y est. Je leur explique tout de suite pendant qu'on y est. Si c'est des questions plus générales, je les prends volontiers à la fin, à l'oral, et on peut même discuter vraiment avec plaisir. Vous n'hésitez pas à poser des questions. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire à la base? L'idée, c'est quoi? C'est plus que faire une image, en fait. En fait, ce qu'on cherche à faire avec la technologie de l'IRM, c'est un volume dans lequel vous n'avez pas des pixels comme dans une image traditionnelle, mais vous avez des voxels. En fait, c'est des éléments de volume. C'est vraiment l'analogue du pixel en 2 dimensions, mais cette fois-ci en 3 dimensions. Vous passez vraiment de cette notion de pixel à la notion volume de voxel. Et en fait, si vous avez joué un petit peu à Minecraft, vous voyez tout à fait ce que c'est. Vous avez vraiment un univers qui est formé de voxels et vous vous déplacez dans ce volume formé de petits cubes. Donc en fait, c'est très intéressant ça parce que vous pouvez du coup avoir une multitude d'images à des hauteurs différentes du crâne, frontale, dans les côtés. On appelle transverse, sagittale et coronale respectivement les faces. En fait, c'est comprendre comment on peut faire du signal pour faire des images de ce type-là. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les, la matière, en fait, les atomes, leurs noyaux ont une propriété qu'on va nommer spin nucléaire. Donc, ça peut être représenté en fait comme un truc un peu, voilà, je ne sais pas si vous voyez le crayon, on peut le représenter comme un vecteur. Et comme sur l'image, voilà, le vecteur passe à travers le noyau. Et en fait, si vous voulez, euh, ce spin nucléaire, c'est un petit peu comme, si je vulgarise, c'est un petit peu comme un petit aimant. C'est comme une petite barre aimantée. Et quand vous la plongez dans un champ magnétique, cette barre interagit avec le champ magnétique et de cette interaction, il découle une énergie. Et pour minimiser cette énergie d'interaction, vous voyez le epsilon là, la magnétisation, donc le spin, doit s'aligner dans le sens du champ. Doit s'aligner dans le sens du champ pour minimiser cette énergie. Cependant,
en même temps que vous avez ça, vous avez des fluctuations thermiques qui font que certains spins, tout d'un coup, hop, ils sont un peu rebelles, ils se mettent un peu dans l'autre sens. Des fluctuations thermiques qui leur permettent de changer de direction. En fait, quand vous faites un calcul statistique à la Boltzmann, vous pouvez établir une magnétisation nette. Ça veut dire que vous avez en fait plus de spin dans un sens que dans l'autre, et de ça en fait résulte une magnétisation qui est non nulle. Et cette magnétisation, en fait, elle est proportionnelle à ce champ principal B0, en fait, ce champ dans lequel vous plongez vos spins. Et on le verra plus tard. Pour l'instant, je ne peux pas encore expliquer vraiment trop pourquoi, mais je vous le dis déjà, je reviendrai dessus. Cette magnétisation, elle est importante pour obtenir du signal. Et donc, on verra que plus on a de magnétisation, plus on a de signal. Donc, en fait, plus on a de champ, plus on a de magnétisation, donc plus on verra qu'on aura de signal. Donc, il y a un intérêt, en fait, à monter ce champ magnétique. C'est ça l'idée qui se cache derrière le fait de monter la force des champs magnétiques dans l'IRM, en fait. Vous augmentez votre magnétisation, vous augmentez votre signal. La température, on voit, on divise par la température. C'est pas un paramètre très intéressant, celui-ci, parce que votre patient, il aimerait bien être à température ambiante dans l'IRM, par exemple. Le délire, c'est pas de le geler pour augmenter la magnétisation. C'est vraiment pas l'idée. Ah oui, pardon. Et j'ai oublié de vous dire, nous, on se concentre particulièrement sur les noyaux d'hydrogène, parce qu'en fait, l'hydrogène, il est super abondant dans la matière vivante. Et il existe d'autres types d'imagerie par résonance magnétique, mais dans mon projet, on s'occupe de l'hydrogène. En fait, ces spins, si vous les désalignez du champ magnétique, ils vont se mettre à osciller autour du champ magnétique. Ils se mettent à osciller un peu comme une toupie. Ils précessent en fait comme une toupie. Au bout d'un certain temps, je vais y revenir, ils finiront par se raligner avec le champ magnétique. Mais tant qu'ils ne sont pas ralignés, ils tournent à une certaine fréquence et c'est un petit peu comme si, en fait, ils chantaient. Ils chantent à la fréquence à laquelle ils oscillent. En fait, cette image de chant, c'est pour dire qu'ils émettent un signal. En fait. Ils émettent un signal à la fréquence à laquelle ils oscillent. Cette fréquence, c'est la fréquence de l'armor et elle est donnée par le produit du facteur gyroscopique qui, lui, est propre, au proton et au champ magnétique dans lequel il est plongé. Mais en fait, c'est comme je vous ai dit, ces oscillations, cette précession, c'est pas éternel. C'est pas éternel et c'est intéressant de se demander pourquoi. D'abord, vous avez des fluctuations quantiques et des fluctuations thermiques. Bon, ça, c'est plutôt des contributions faibles en général. Mais surtout, vous avez des inhomogénéités de champ magnétique. Vous comprendrez mieux pourquoi. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que simplement B0. Et du coup, ça laisse lieu à des inhomogénéités de champ magnétique qui peuvent tout d'un coup faire qu'un spin va avoir une fréquence de l'armor plus élevée parce qu'il va faire l'expérience dans sa localité d'un champ qui est plus élevé ou plus faible. Et comme vous savez, on l'a aussi vu dans d'autres présentations, les spins, ils interagissent entre eux. Les spins, ils interagissent entre eux. Donc, quand vous avez des spins bien en phase, et puis que vous en avez un, tout d'un coup, il voit le voisin, il fait « toi, tu ne tournes pas à la même vitesse », vas-y, ça me fait sortir de mon rythme. Et au final, un sort de son rythme, il entraîne son voisin avec lui, etc. C'est peut-être ce que j'ai envie d'illustrer avec le distracted boyfriend. Et donc, on a justement un moment où on va perdre cette précession à la fréquence de l'armor, en fait. Et ça, c'est décrit par ce qu'on appelle des temps de relaxation. Donc, je réexplique. Vous avez vos spins qui sont alignés avec un champ B0. Pour l'instant, c'est très général ce que je raconte. Ça prendra sens après. Je vais vraiment revenir dessus. Je vais itérer.
Vous avez vos spins dans le sens de B0. Par un moyen ou un autre, on verra tout à l'heure, vous les désalignez. Donc, vous avez vraiment maintenant que de la magnétisation dans le plan XY. Ils se mettent à tourner, ils se déphasent et ils se ralignent avec le champ magnétique. Et il n'y a plus de magnétisation dans le plan XY. Au temps TR, qui est indiqué, par le même procédé, vous les recouchez dans le plan XY et il se repasse la même chose. Et vous recommencez. Vous recommencez à 3TR, à 4TR, 5TR, etc. Donc on décrit ça par des noms T1 et T2. Donc T1, ça serait la croissance exponentielle, en gros, ce qui paramétrise la croissance exponentielle de la magnétisation selon le champ principal. On dit souvent qu'il est selon Z, c'est pour ça qu'on appelle ça MZ. Et T2, c'est pour la décroissance exponentielle de la magnétisation dans le plan transverse. Maintenant, on peut se poser aussi la question, on doit se poser la question en fait de comment on tire du signal de tout ça. Comment est-ce qu'on tire du signal de tout ça? En fait, vous avez la loi d'induction de Faraday qui vous dit que la variation du flux d'un champ magnétique induit un champ électrique. La variation d'un flux magnétique, du flux d'un champ magnétique induit un champ électrique. Donc en fait, par une dérivation qui est longue, qui requiert d'avoir fait électrodynamique, le cours de troisième et encore d'autres trucs, vous obtenez la première équation que je vous ai indiquée là. Donc vous avez que le courant que vous pourriez induire sur le contour d'une surface serait égal justement à cette dérivée d'intégrale dans laquelle vous avez de la magnétisation, donc la magnétisation totale, donc et dans le plan XY et selon Z, et un champ B1 sur lequel je vais revenir plus tard. En réalité, il s'agit d'un champ que vous générez avec la boucle avec laquelle vous aimeriez avoir du signal. Mais je reviens là-dessus plus tard. Si vous continuez la dérivation à ce stade-là, c'est dans les livres à chaque fois, c'est 4 pages d'étapes, vous obtenez un truc qui ressemble à peu près à la deuxième équation. Signal proportionnel à la fréquence de l'armor, le oméga L, fois cette grande intégrale. Bon, ça c'est hyper barbare, ça peut faire un peu peur, mais la chose qui est intéressante de remarquer là-dedans, c'est que c'est la magnétisation dans le plan XY qui compte. C'est la magnétisation quand les spins sont désalignés avec ce champ B0 dont je vous ai parlé, qui compte et qui contribue au signal, en fait. La magnétisation selon Z ne nous intéresse pas. Donc on se rend compte qu'en fait, c'est intéressant d'avoir nos spins le plus longtemps possible dans XY et en plus de les avoir en phase longtemps. Et bon, pour ceux que ça peut intéresser, là vous voyez, étrangement, cette intégrale, vous pouvez la forcer à ressembler à une transformée de Fourier. Et en fait, l'idée pour reconstruire une image, ça serait de prendre la transformée inverse du signal. Et comme ça, vous pouvez retrouver votre produit B1XY fois la magnétisation XY. Si vous connaissez B1XY, vous pouvez retrouver la magnétisation XY et donc vous pouvez reformer une image. Mais ça, c'est un petit peu plus avancé et puis je ne vais pas entrer là-dedans, c'est juste si ça vous intéresser. Vous avez une grandeur associée au signal qui, pour moi, est très intéressante. Dans le cadre de mon travail, était très intéressante. C'est ce qu'on appelle le SNR, c'est le Signal to Noise Ratio. Et il est proportionnel à l'intensité du champ principal B0. En fait, il y a des papiers, même récemment, qui ont montré que quand votre champ est très élevé, il va au-delà de 4 Tesla, 5 Tesla, 6 Tesla, 7 Tesla, vous avez une croissance du SNR avec une relation de proportionnalité du SNR avec le champ qui est supralinéaire. Ça veut dire que ça augmente même encore plus vite que linéairement. Et ça motive à aller vers des champs encore plus grands, en fait, parce que l'intérêt de faire ça est plus que linéaire. Ok, donc maintenant, on va construire notre scanner.
Et puis, on va un peu mettre tout ce qu'on vient de voir ensemble. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, voilà, j'ai une poupée russe. Et ça va représenter notre IRM. En fait, les pièces de l'IRM, elles s'emboîtent vraiment comme des poupées russes. Donc, il nous faut un champ principal B0, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Vraiment ce grand champ principal de l'ordre du Tesla dans lequel vont s'aligner les spins. Vous avez une question? Une question? Ok, non, bon, il y a un micro ouvert. Et en fait, donc, voilà, on a besoin d'avoir cet aimant. Donc ça représente la grande poupée russe. Ça représente celle qui est autour. Ensuite, une couche en dessous, donc on est juste là, celle de dessous, vous avez ce qu'on appelle des gradients de champ. Et le gradient de champ, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il crée une inhomogénéité tout le long du scanner, de l'ordre du millitesla. Et à quoi ça sert? En fait, c'est extrêmement utile. Ça se passe dans les 3 dimensions. Vous avez ces inhomogénéités qui sont amenées, qui sont linéaires dans les 3 dimensions. Et ce qu'elles permettent, en fait, c'est de faire en sorte que la fréquence de l'armor, fréquence d'oscillation autour de B0 d'un spin à un endroit du scanner, n'est pas la même qu'à un autre. Comme ça, quand vous reformez votre signal, vous observez que ces spins ne précédaient pas à la même fréquence, et donc du coup, vous pouvez savoir d'où ils venaient. C'est comme si vous êtes en face d'un orchestre à cordes, par exemple, et les musiciens de l'orchestre à cordes, ça serait les spins. Vous fermez les yeux, vous entendez un violon qui joue, vous savez que ça vient de gauche. Vous entendez un alto qui joue, vous savez que ça vient du milieu. Violoncelle, contrebasse, vous savez que ça vient de droite. Et donc, vous pouvez reconstruire une carte de l'orchestre que vous avez devant vous. Voilà, c'est un peu la même idée. On veut reconstruire une carte des spins qu'on a devant nous. Ok, vient le dernier élément maintenant, et c'est celui qui est le plus important. C'est celui dont on va parler dans le cadre de mon projet de TP4. En fait, c'est celui qui s'occupe de ce qu'on appelle la transmission et la réception. Alors, la transmission, c'est ce dont on a parlé au début. Quand on sort d'alignement nos spins avec le champ magnétique et qui se retrouve dans le plan XY. La réception, c'est aussi ce dont on a parlé avant. C'est le fait de pouvoir capter cette magnétisation dans XY en un signal. Et donc, qui est-ce qui s'en occupe? C'est en fait celle qui a encore sous le gradient. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez soit avoir ce qu'on appelle des bobines radiofréquences en transmission seule, ça veut dire que leur rôle est uniquement de coucher les spins. Vous pouvez avoir en réception seule, leur rôle c'est uniquement de capter le signal, donc de générer un champ B1 qui permet, quand vous faites le produit scalaire avec la magnétisation, en fait, de capter du signal. Et vous pouvez aussi avoir des bobines qui font les 2 rôles à la fois. Vous pouvez avoir des bobines qui font les 2 rôles à la fois. Ça paraît cool sur le papier, des fois c'est pas avantageant. Mais dans certains cas, c'est très pratique. Vous gagnez de la place et vous faites des économies. En fait, par la petite illustration là ici, c'est vraiment ça. Vous avez votre bobine de transmission, vous avez vos qui sont selon Z, et la bobine de transmission avec seulement quelques micro-Tesla. Je parle de 1 à 3 micro-Tesla quand en plus c'est performant. C'est suffisant pour coucher tous les spins. Tous les spins, vous les couchez. C'est juste micro-Tesla, c'est claque de maçon, c'est dans XY, et ça tourne. C'est tout bon. Vous n'avez pas besoin de plus. C'est ce qu'on appelle une pulse radiofréquence. En fait, dans l'imagerie à 3 Tesla, par exemple, c'est ce que vous trouvez partout en hôpital en ce moment, vous avez ce qu'on appelle des bird cages, des espèces de volières, et c'est l'image qu'on voit tout à droite, et puis aussi le patient en bas. Donc, c'est des espèces de barreaux, comme ça, qui sont organisés comme une volière. Et ça, c'est très, très, très intéressant à
Une claque de maçon, pour répondre à la question, c'est comme sur la photo. Ouais. C'était l'allusion au même avec le lion qui. Enfin bref, je pensais que c'était parlant. Ouais. Et vous avez du coup cette volière qui est capable de générer un champ très, 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 très homogène. Très, très homogène à 3 Tesla. Et c'est extrêmement intéressant d'avoir un champ très homogène parce que ça veut dire que le résultat de votre image il sera aussi euh, homogène. Par contre, ça marche pas si bien que ça à plus haut champ. Et la raison pour laquelle ça marche moins bien, c'est que comme vous êtes à haut champ, la fréquence de l'armor elle est plus élevée. Comme la fréquence de l'armor est plus élevée, la longueur d'onde correspondante, vu qu'on travaille avec des ondes électromagnétiques, vous savez que la vitesse de la lumière, c'est la longueur d'onde fois la fréquence. Bien, la longueur d'onde correspondante, elle devient plus courte. Et comme elle devient plus courte, eh ben, elle est de l'ordre de 12 centimètres dans le cerveau, par exemple. C'est trop court. C'est trop court, si bien qu'elle est trop facilement atténuée par la matière biologique. Et vous avez des problèmes de signal, en fait. Vous n'arrivez pas à faire de bonnes images. Donc, souvent, il faut changer d'approche. Donc, moi, j'ai travaillé sur le développement de bobines, en gros. On va plus dans le détail ensuite. Et il y a 3 éléments qui m'intéressent. Vraiment 3 éléments. En vrai, c'est 2 éléments, mais on peut les décliner comme 3. Le premier, c'est l'antenne dipôle raccourcie avec des inducteurs. Donc en fait, l'idée des antennes dipôles, c'est d'avoir une antenne résonante, voilà, pour émettre ou recevoir du signal. Seulement que pour qu'elle soit résonante, il faut que sa longueur corresponde à la moitié de la longueur d'onde du signal qui vous intéresse. Nous, le signal qui nous intéresse, c'est le signal à la fréquence de l'armor. C'est environ 300 MHz à cette Tesla. Donc, une telle fréquence implique une longueur de 50 cm pour votre antenne. Vous n'allez pas rentrer 50 cm dans le scanner. Ça, c'est sûr et certain. C'est encombrant. Suivant la configuration, ça ne rentre même pas. Ça fait trop de matériel. C'est trop compliqué. Et pour des raisons aussi qu'on verra plus tard, en réalité, à ces fréquences-là, tout couple avec tout. Et si vous avez des trucs trop gros, tout entre en interférence avec tout, c'est juste ingérable. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait venir des inductances au milieu de l'antenne et ça permet de raccourcir la longueur de l'antenne. Je peux peut-être vous faire un petit dessin si je trouve. Voilà. Je vais vous faire un petit dessin pour que ce soit clair par rapport à ça. Ok, donc vous avez par exemple une antenne. Désolé, c'est à la souris, mais ça fera l'affaire. Vous avez par exemple une antenne dipôle de cette longueur. Voilà. Moi, je trouve que c'est un sujet très intéressant parce qu'il est capable de mélanger électrodynamique, assez théorique, et puis dérivation assez lourde, avec en fait de l'électronique, vraiment de l'ingénierie. Et cette pluridisciplinarité, je trouve ça très intéressant. Vous avez votre antenne dipôle, avec une source ici au milieu. L'idée de la raccourcir avec des inducteurs, c'est vous mettez des bouts courts pour votre antenne, vous remplacez le milieu de votre antenne par des espèces de câbles. Donc là, mon antenne, elle est toujours résonante, hein, elle fait la même longueur. Si la première est résonante, la deuxième est résonante. C'est la même longueur. Après, ce que vous faites, en fait, c'est que vous ramenez les deux bouts au milieu avec des inducteurs. Ok, c'est hyper vulgarisé. Il y a d'autres trucs qui se passent. Mais ça vous donne vraiment une bonne représentation de l'idée qui se cache derrière ça. Et là, en fait, je faisais une antenne qui faisait 10 cm, 11 cm à la place de 50. Donc, je divise la taille par 5. J'aurais même pu faire plus petit.
Voilà, c'est ça l'idée derrière ça. Et voilà. Vous avez une deuxième façon de raccourcir en quelque sorte votre antenne, c'est de mettre un bloc diélectrique autour de l'antenne ou sous votre antenne. Et comme vous savez, la longueur d'onde de la lumière qui entre dans le diélectrique, elle est raccourcie à cause de la permittivité diélectrique. En fait, dans les diélectriques, vous avez, quand vous les soumettez à des champs électriques, vous avez les centres de masse des charges négatives et positives qui s'écartent et qui, en fait, donnent lieu à d'autres petits champs électriques internes. Ça vous permet de raccourcir votre longueur d'onde. Et quand elle arrive, quand l'onde arrive au niveau de l'antenne, eh ben, en fait, l'onde est raccourcie et adaptée à l'antenne. Vous n'avez plus besoin de raccourcir votre antenne. Voilà. Donc ça, c'est deux stratégies pour raccourcir. Et vous avez la boucle. Alors la boucle, c'était pas mon grand intérêt dans ce travail, mais j'en ai besoin parce que je me suis intéressé à des combinaisons. La boucle, c'est assez intéressant à bas champ et on se rend compte que ça a moins d'impact à haut champ. En fait, la boucle, c'est vraiment comme une boucle, vraiment une boucle pour induire ou recevoir du signal, comme vous connaissez, mais vous la séparez en fait le long de sa longueur, comme vous voyez sur l'image, par des condensateurs. En fait, vous ne pouvez pas laisser plus qu'un dixième de la longueur d'onde sans séparer par des condensateurs, parce que sinon vous avez trop de pertes et vous ne générez pas des champs très intéressants. Là où les antennes dipôles, c'est pourquoi on s'intéresse aux antennes dipôles à haut champ et pas forcément à bas champ, c'est qu'en fait, vous allez utiliser leurs propriétés de champ lointain, en fait, leurs propriétés d'émission de champ lointain. Le champ proche, en fait, comme je vous ai dit, haut champ, c'est 12 cm la longueur d'onde dans le cerveau. Donc ça s'atténue très facilement. Vous n'êtes pas intéressé par du champ proche parce que ça ne va pas marcher. Vous êtes intéressé par du champ lointain et les antennes dipôles, du coup, sont très adaptées pour faire ça. Vous pouvez prendre vos antennes dipôles et vos boucles, les combiner ensemble de plein de façons et faire ce qu'on appelle des tableaux. C'est comme on voit sur l'image du bas ici au milieu. Vous les organisez en tableaux et ça vous donne du signal sur tous les angles en fait, de ce que vous voulez scanner. Et certaines combinaisons en fait, augmentent significativement le rapport signal-bruit. Donc maintenant, je peux formuler le but de mon travail de TP4 ce semestre, c'est de déterminer la meilleure stratégie de raccourcissement de dipôle dans le cadre d'une combinaison avec une boucle. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends une antenne dipôle, je la combine avec une boucle, et je m'intéresse à savoir comment je dois raccourcir mon antenne, diélectrique ou inductance, et comment, pour que le signal par rapport au bruit soit le plus élevé. Et en fait, il y a plein d'étapes qui se cachent derrière tout ça. D'abord, on commence par faire des simulations. Toujours, c'est toujours des simulations. Et les simulations, en fait, c'est vraiment très intéressant parce que même si, au fond, elles ne servent à rien, je veux dire, vous faites une simulation que vous ne verrez jamais dans votre projet, parce que des simulations, j'en ai fait, je pense, 150. Et je ne plaisante pas, j'en ai fait 150. Il doit y en avoir 20 dans mon projet. En fait, la simulation vous permet d'acquérir une espèce d'intuition de problèmes qui sont trop compliqués pour être résolus analytiquement. Vraiment trop compliqués pour être résolus analytiquement. C'est juste pas possible. Vous pouvez avancer dans les équations à bout, et il y a vraiment un moment où même les approximations ne sont pas suffisantes pour avoir les informations qu'on veut, pour tirer les informations qu'on veut de ce qu'on est en train d'étudier. Donc vous passez par des simulations électromagnétiques. Ce qu'on fait, c'est que ce genre de programme, ce qu'ils utilisent, c'est la cellule de Yi, en fait. Et ce que fait cette cellule, c'est qu'en chaque point de l'espace, elle stocke soit une composante de champ magnétique, soit une composante de champ électrique.
est vraiment une seule composante. Et à chaque pas de temps, elle utilise les équations de Maxwell et elle fait évoluer soit le champ électrique, soit le champ magnétique. Et en fait, elle le fait alternativement. Une fois le champ électrique, une fois le champ magnétique, une fois le champ électrique, jusqu'à ce que la simulation converge. Jusqu'à ce que la simulation converge. Et il y a des simulations qui m'ont pris des nuits. Je lance la simulation, je vais me coucher, je la récupère le lendemain matin. Juste une boucle, une antenne au milieu, avec un bloc, et puis deux, trois petits détails un peu pas symétriques, et c'est tout de suite c'est le Bronx, tout de suite. Voilà. Bon, ensuite, bon, je me souviens, j'ai pas pu prendre des photos très sérieuses pendant ce labo, alors je vous donne ce que j'ai pour vous donner la meilleure idée de ce à quoi ça ressemble. Quand on fait nos simulations et qu'on trouve quelque chose d'intéressant, on se dit, là, il y a une piste à explorer, là, on tient un truc. On tient un truc. La simulation ne suffit pas. La simulation, ça ne suffit pas. Personne va accepter vos résultats avec juste des simulations. Ils vont vous dire, ouais, et montrez-nous que ça marche. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assied à l'établi, on va au garage, comme j'aimais bien dire. J'ai passé mes TP4 dans une espèce de garage qu'ils appelaient laboratoire radiofréquence. C'était plus un truc où il y avait des perceuses partout, des câbles qui traînaient, des machins recyclés, des scies, des bouts de plastique partout, enfin voilà, des fers à souder. Et en fait, vous construisez ce que vous avez simulé. Et vraiment, exactement comme sur la photo, là vous voyez les petites boîtes bleues, c'est des condensateurs rangés dans les petites boîtes, vous prenez ce que vous avez besoin, vous soudez sur votre substrat en plastique, vous collez vos bandes de cuivre, vous enroulez vos inducteurs, vous devez du coup choisir le bon diamètre, la bonne longueur, les bonnes boucles, le bon nombre de tours, pardon. Évidemment, ça ne va pas marcher. Enfin, genre, toujours, ça ne marche jamais du premier coup. Vous devez enlever, refaire, recommencer, enlever, refaire, recommencer. J'ai construit, je crois, une dizaine d'éléments. Et au final, j'en ai gardé 4. J'en ai gardé 4 parce que les 3 autres, c'était des essais. Je me disais, ah tiens, je pourrais peut-être avoir un truc un peu plus symétrique, je pourrais peut-être un peu limiter les pertes. Puis j'essayais des trucs un peu fancy sur 2 étages. Puis au final, non, ça marche pas. Vous passez beaucoup de temps au labo à faire des trucs qui n'apparaîtront jamais dans le rapport et ça va vous prendre des heures. Ça va vous prendre des heures, ça n'apparaîtra jamais dans le rapport, personne n'en entendra parler, mais c'est nécessaire en fait. Ça fait partie du voyage et ce voyage, il est très, très important. Donc à cette étape, en fait, où on construit nos éléments, on s'intéresse au facteur de qualité qui représente quelque part l'énergie stockée par rapport à l'énergie perdue dans le circuit. Donc notre but, évidemment, c'est de maximiser ce facteur. Il y a aussi ce qu'on appelle la résonance. Donc ce qu'on veut, c'est que quand il est à la fréquence de l'armor qui nous intéresse, 300 MHz, donc la fréquence des spins qui tournent et puis qui émettent leur signal à cette fréquence, on veut qu'il soit résonant. On veut qu'il y ait par le fait qu'il soit résonant, en fait, vous minimisez les pertes, vous augmentez votre signal. Et ça, pour le réaliser, on fait ce qu'on appelle du tuning and matching. En fait, ce serait un peu de l'accordage. Donc, vous mettez par exemple ce genre de circuit, comme il y a sur l'écran, et vous changez la valeur des condensateurs et de l'inductance jusqu'à ce que le système soit résonant. Alors, en fait, il y a des procédés de calcul qui vous permettent aussi d'arriver plus rapidement au bon résultat de valeur de capacitance, etc. Mais une valeur exacte ne vous intéresse en fait que partiellement parce que vous n'avez pas 3,679 picofarads dans la boîte des condensateurs. Enfin, vous n'avez pas. Vous avez 3,3, 3,9, et si vous avez besoin d'un truc entre deux, il faut vous démerder, il faut trouver une autre façon de faire. Et puis c'est là, il faut être ingénieux, il faut changer son support, changer la symétrie de son circuit, parce qu'en fait, on n'a juste pas les pièces pour faire ça correctement. Et ça j'ai beaucoup aimé ce côté moins théorique, papier-crayon, mais plus un peu astucieux, quoi. C'était vraiment sympa. Et je vous ai parlé avant des interférences et du couplage. En fait, à cette étape-là du travail, c'est horrible parce qu'en fait, tout couple avec tout.
Ça veut dire que quand vous essayez de régler les pièces de votre circuit pour que ce soit résonnant sur l'analyseur de circuit, comme vous voyez sur l'écran, en fait, si vous êtes en face de votre circuit et que vous réglez, et que vous dites c'est bon, c'est réglé, que vous vous levez et que vous partez pour aller manger, le pic de résonance, il se déplace parce que vous êtes levé de votre chaise. En fait, le circuit couple avec vous et vous, en réponse, vous couplez avec le circuit et vous influencez sa résonance. Et c'est horrible. C'est horrible parce que vous vous retrouvez à faire des trucs bizarres où vous êtes un peu genre comme ça, de loin, avec un espèce de long tournevis pour essayer de tourner la valeur de la capacitance avec des capacitances accordables. Et c'est vraiment, du jour au lendemain, la résonance a changé et vous ne savez pas pourquoi. Vous enlevez un objet sur la table, ça change. Enfin, c'est très, 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 très délicat. Et donc, du coup, de construire un support autour de ce qu'on appelle un fantôme, c'est une fausse tête pour mettre dans le scanner pour pouvoir tester nos appareils. C'est compliqué. Si vous mettez, suivant ce que vous mettez dans votre support, ça influence clairement les mesures ensuite. Voilà par exemple l'exemple du fantôme. Encore une fois, j'ai pas de photo sérieuse, mais voilà, je me suis dit que c'était quand même bête de rien mettre. Donc là, vous voyez derrière moi qui fais le con, l'IRM, et puis vous avez un ordinateur là, c'est le contrôle pour faire les images, lancer les scans. Et puis vous avez aussi un système de communication si jamais vous faites ça avec un humain et qui se retrouve de l'autre côté. Bien sûr, l'électronique ne rentre pas derrière la salle de contrôle, dans l'IRM, parce que tout ce qui est ferromagnétique se fait aspirer par l'aimant, et là, vous devez faire un arrêt d'urgence. Donc, scan sur le fantôme, ça m'a valu de belles péripéties. Bon, je vous raconte cette anecdote parce que c'est marrant, puis je trouve que ça fait vraiment partie du travail quelque part. Quand ça se passe mal, on apprend beaucoup. Bon, déjà, j'arrive le matin à vélo, j'oublie mon cadenas, c'est 7 heures, je rentre chez moi et puis je reviens. Déjà, là, je commence avec 24 km saoulé à l'EPFL. Tranquille, voilà, comme ça, j'arrive, je me pose au labo et puis c'était le jour des scans à l'IRM. Daniel, salut. Bon, bah, les supports sont prêts, j'avais tout préparé, voilà, on peut aller. Daniel, il me fait, ouais, on vérifie l'accordage des circuits et puis on descend. Oh, ouais, ouais, ouais. Et puis, en fait, on fait des supports pour pouvoir mettre nos antennes à des hauteurs différentes par rapport aux fantômes. Et puis, on se rend compte qu'en fait, il y a un truc dans le support qui change la résonance de nos antennes. Donc, le jour où on devait scanner, c'était semaine 13. Hein. La semaine d'après, l'IRM était en maintenance, on ne pouvait rien faire. Et en fait, on se rend compte que le bois qu'on avait mis dans le support désaccordait, les éléments. Donc, on a découvert, en d'autres mots, on a découvert que le bois était conducteur. C'est complètement absurde, mais c'est ce genre de truc que vous allez sans doute découvrir si vous faites ce labo, des trucs complètement absurdes. Donc, ce bois était conducteur. C'est de la folie. Hein. Alors, en général, on dit mettez-vous sur des chaises en bois quand vous faites de l'électronique. Là, non, le bois était conducteur. On descend, on branche nos antennes sur l'IRM, il ne détecte rien. Il ne détecte rien. Bien sûr, on a préalablement changé le support, on a vite fait un truc en plastique, mais il ne détecte rien. En fait, la prise du préampli, comme on fait beaucoup de récup, la prise du préampli, on avait récupéré ça sur un vieux projet d'il y a 10 ans, puis on n'avait pas posé plus de questions que ça, et le type qui avait utilisé la prise, c'est des prises avec 30 plugs, en fait, il avait inversé les codes couleurs, et donc la prise ne correspondait à plus rien, et l'IRM ne comprenait pas qu'on lui avait branché une antenne. Et donc, du coup, genre, jusqu'à ce qu'on comprenne ça, on a cherché tous les problèmes de software possibles, imaginables, etc. Là, on finit par trouver ce que c'est, et puis on ressoude, en fait, vraiment à la main, dedans, les plugs, en fait. On les ressoude vraiment. Malgré tout, il n'y a pas tout qu'à fonctionner parce qu'on avait un autre câble qui était cassé dans nos antennes, et ça, on ne l'a pas su. Donc, on est retourné faire des scans le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et même le dimanche. Mon superviseur est venu le dimanche depuis Berne pour travailler là-dessus avec moi. Enfin, il m'en a beaucoup demandé pour ce travail, mais d'un autre côté, il était tout autant investi comme si c'était aussi le sien. Et c'était vraiment pour ça, ce genre d'expérience, quand ça se passe mal, mais qu'au final, vous êtes très investi, que vous êtes accompagné, je trouve que
super enrichissant. Donc, je vais vous présenter les résultats de mon expérience malgré tout, parce qu'on a eu des résultats. On a même soumis un abstract à la Société internationale de résonance magnétique en médecine, si je ne dis pas de bêtises, en traduction en français. Et donc, on a quand même eu des résultats pour faire ça. On a vraiment passé par ces 3 steps. Donc, on a eu des résultats pour un dipôle raccourci avec une inductance, un dipôle raccourci avec un diélectrique, une combinaison où on a un dipôle avec inductance mais avec une boucle, et un diélectrique, un dipôle raccourci au diélectrique avec le bloc, comme je vous ai expliqué, avec une boucle. Et donc, le but, c'est de déterminer dans quelles circonstances la combinaison numéro 1 ou la combinaison numéro 2 est plus intéressante. Ça, c'est un exemple de résultat de simulation, par exemple. Je fais pour vous un peu plus light. Donc, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez afficher le champ B1+. Donc, c'est celui qui couche les spins, en fait, qui met les claques au spin pour qu'il se retrouve dans le plan transverse XY. Et vous voyez la distribution de ce champ. Vous pouvez, par exemple, plotter la pénétration du champ le long de l'axe principal du fantôme, comme on a ploté là. Et vous avez aussi, je la mentionne juste là, parce que c'est le bon moyen de l'introduire, mais ça ne nous intéresse pas, c'est qu'en fait, vous pouvez normaliser la pénétration de votre champ dans le fantôme, ou la distribution de votre champ, par l'énergie qu'il dépose. En fait, c'est très intéressant, surtout quand vous avez des questions de radioprotection, parce que évidemment, ces rayonnements, ils sont pas ionisants, mais ils chauffent quand même les tissus. Et il y a une limite, il y a des limites, il y a des directives qui donnent des valeurs à ne pas dépasser. Sinon, vous brûlez votre patient. Et une fois de plus, c'est pas le but quand on va faire un IRM normalement. Et voilà, c'est intéressant de voir quel champ performe le mieux par rapport à la puissance qu'il dépose. Donc, ce qu'on a fait dans notre expérience, c'est qu'on a, coupure abrupte, on a stimulé le champ B1+ et le champ B1- dans plusieurs configurations. Donc, comme je vous ai dit, les 2 dipôles, mais une fois raccourcis à l'inductance, une fois au diélectrique. Et une fois la combinaison avec l'un, avec une boucle, et la combinaison avec l'autre, avec la boucle. Donc ça, c'est des simulations électromagnétiques. Ok, donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a mis le circuit dans la simulation électromagnétique à 5 mm du fantôme, et on l'a accordé à 5 mm. On a fait en sorte qu'il soit résonnant à 5 mm. Et après, on s'est dit, ok, maintenant on l'éloigne à 20 mm et on ne touche pas l'accordage. On ne touche pas l'accordage. On fait exprès qu'il ne soit pas résonnant. Et on regarde ce qui se passe. Même chose, on le rebouge à 30 mm, on ne touche toujours pas l'accordage, c'est l'accordage de 5 mm. On regarde ce qui se passe. Et en fait, quand je vous dis qu'on a fait plein de simulations et que finalement on a fait ça, c'est qu'au final, on est tombé sur cette simulation. On s'est dit, ça c'est intéressant et ça, il faut en faire quelque chose. Regardez l'antenne qui est raccourcie avec l'inducteur. Elle donne plus rien quand elle est désaccordée. Quand elle n'est pas accordée, quand vous l'enlevez de sa distance d'accordage, c'est fini. Elle ne donne plus de B1, de B1+, et d'ailleurs de B1-. B1+, c'est pour coucher les spins, B1-, c'est pour recevoir le signal. Donc en fait, quelque part, le signal, ça serait proportionnel au produit des 2 champs, parce qu'il vous faut à la fois le coucher et à la fois le recevoir. Le diélectrique, par contre, regardez, ok, ça diminue. Ok, quand vous enlevez la distance, vous désaccordez, ça diminue. Mais quand même, vous avez toujours du signal, et puis de l'ordre du micro-Tesla, donc c'est suffisant pour faire une image. Donc ça a éveillé par notre attention, et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à exploiter. En fait, plus tard, on verra qu'on a eu des problèmes expérimentalement avec le diélectrique seul, avec le dipôle avec le diélectrique tout seul. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas pu étendre aux éléments seuls, mais qu'on s'est seulement focalisé sur les combinaisons avec la boucle. En fait, aussi, ces combinaisons avec la boucle sont intéressantes parce que vous avez beaucoup d'articles qui expliquent que combiner des antennes dipôles avec des boucles, c'est un moyen d'obtenir le plus haut signal par rapport au bruit possible.
Donc, on se base aussi là-dessus et on essaie d'amener ça plus loin. Là, par exemple, le B1-, vous voyez, hein, pour le diélectrique, la combinaison avec le diélectrique, on a l'impression que ça ne change même pas, alors que le circuit est censé être désaccordé. Alors que quand vous prenez la combinaison 1, là, c'est flagrant, hein. En fait, une meilleure façon de voir ça, c'est de présenter des cartes de soustraction, en quelque part. Là, on a fait la soustraction, par exemple, de celle raccourcie au diélectrique par celle raccourcie à l'inductance, et et la même chose pour les combinaisons avec la boucle. Okay. Donc là, on voit clairement qu'il y a un intérêt à utiliser des antennes diélectriques désaccordées. Ça fait un peu bizarre, mais, mais pour l'instant, je dis ça. Et puis pour la combinaison 2, pour le B1-, on voit que c'est très, très, très intéressant. Le B1+, pas forcément, mais c'est tellement faible par rapport au gain qu'on a en B1- que quelque part, il faudrait se pencher plus précisément sur la question. Et quand les deux sont accordés, c'est simplement pour les combinaisons, pour les deux combinaisons, donc à 5 mm, c'est simplement que les distributions de champs sont différentes. Donc elles servent juste pas à faire la même chose. Elles peuvent être les deux intéressantes. Donc ok, on fait ces simulations. Maintenant, on construit ce qu'on a simulé. Et donc ça ressemble à peu près à ça. Voilà, avec, vous voyez les combinaisons sur les supports et avec le fantôme dessous, les câbles coaxiaux. C'est 100% récup, 100% made in garage. C'est vraiment, on s'est vraiment débrouillé avec ce qu'on avait sous le bras. On n'a rien commandé. On a fait avec ce qu'on avait. Et c'est vraiment très impressionnant de voir à quel point, avec pas grand-chose, on peut vraiment atteindre des objectifs. J'irai pas jusqu'à dire qu'avec un trombone, on peut faire un hélicoptère, mais on peut faire bien plus que ce qu'on croit, vraiment. On a des blocages qui nous empêchent d'être innovants en quelque sorte des fois. Donc là, vous pouvez observer sur ces photos exactement le circuit d'accordage que vous voyez. Bon, c'est un petit peu chenille, mais vous avez des condensateurs accordables, des condensateurs pas accordables, là le long de la boucle aussi. Vous avez les inductances ici, au milieu de l'antenne, etc. Là, vous avez le bloc diélectrique à droite. Et dedans, on a mis du deutérium dedans, en fait. On a utilisé du deutérium comme diélectrique. Et donc, les mesures à la table, bon, ça, c'est pas très agréable à regarder, j'en parle brièvement. Ce qui se passe, c'est qu'on fait comme dans la simulation, on l'accorde à 5 mm du fantôme et on le retire. Donc là, c'est pour les éléments seuls. On les retire et on regarde ce qui se passe et on se rend compte qu'en fait, comme dans la simulation, enfin, on comprend le résultat de la simulation avec cette antenne avec inductance qui ne marche pas du tout quand on l'éloigne. En fait, c'est parce que le shift de sa fréquence de résonance est énorme par rapport au diélectrique. Il est énorme. Et il n'y a plus de résonance à la fréquence d'intérêt, 300 MHz. Il n'y a plus de résonance à cette fréquence. C'est pour ça que vous avez plus de B1+, vous avez plus de B1-. Vous êtes complètement désaccordé, vous êtes complètement à côté de la fréquence. Alors que pour le diélectrique, bah, c'est moins bien que si c'était accordé, mais c'est plus robuste. Voilà. Donc ça, sans scanner, vous pouvez déjà expérimenter. Ensuite, on fait des scans sur le fantôme et puis on obtient ces résultats. Alors, il faut ignorer ceux du diélectrique parce que ceux du diélectrique, comme je vous dis, le câble était cassé et on s'en est pas rendu compte. Ce qu'on fait, c'est qu'on entoure ces zones en blanc, là, les petits cercles en blanc. Celle du milieu, on prend la moyenne, on dit que c'est le signal, et on divise par la déviation standard de celle de côté. On dit que c'est le bruit. On fait cette division et on range ça dans la table que vous voyez à gauche. Et on se rend compte que bon, la combinaison 1 avec les inductances, celles qu'on connaît, etc., OK, quand c'est bien accordé à la distance d'accordage et qu'elle est bien résonante, OK, c'est celle qui gagne. Relativement aux autres, elle a le rapport 1, en fait, de signal par rapport au bruit. Mais quand vous vous éloignez, vous vous rendez compte que la combinaison 2, elle devient plus intéressante que la combinaison 1. Et on se dit, ouais, mais ça, 20 mm, 30 mm, coûte complètement fou pour se dire, je vais mettre un circuit désaccordé et je vais l'enlever de 20 mm, 30 mm pour qu'il soit désaccordé et puis on va être gagnant. En fait, 20 mm, 30 mm, c'est pas grand-chose, hein, c'est 2-3 cm. Et suivant la géométrie de la tête
de, de votre patient ou de votre volontaire. S'il a une grosse tête ou une petite tête, bah, vous allez subir ces effets, en fait, malgré tout. Et vous n'avez pas le choix. La distance par rapport à la tête va varier et vous ne pourrez pas changer la tête du patient. Donc, rechercher ce genre de résultats et être intéressé par ce genre de résultats a déjà un sens. Même chose, je peux faire des cartes de soustraction, comme vous voyez dans la figure B. Et ce qu'on observe, c'est que bah, la combinaison la tête rentre toujours dans l'IRM. Vous faites des cartes de soustraction de ce dont je viens de vous parler. Et vous voyez que la combinaison, en gros, plus c'est rouge, plus la combinaison 2 est favorable, plus c'est bleu, plus la combinaison 1 est favorable. Donc, combinaison 2, c'est avec le diélectrique, combinaison 1, c'est avec l'inductance. Bon, bah, comme on a vu sur le petit tableau avec les SNR, ok, quand c'est accordé, on n'est pas gagnant à mettre un diélectrique dans notre cas. Par contre, quand, exactement comme on a vu dans le tableau, quand ça se désaccorde à cause de la distance, eh ben, en fait, le diélectrique, il gagne, encore une fois. Il gagne. On a plus de signal par rapport au bruit. En fait, dans les scans, avec le scanner, vous ne pouvez pas mesurer précisément B1+, et puis B1-. Ce que vous obtenez, c'est du signal, et en fait, c'est proportionnel à B1+, et B1, et B1-. Donc, quelque chose qui serait intéressant, vous vous souvenez, dans les simulations, on avait vu que B1-, le diélectrique vis-à-vis de B1- était très gagnant. Il proposait des gros gains en B1-. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser, par exemple, ce qu'on a construit comme élément de réception seul, parce qu'on a vu avec les simulations qu'il y avait un gros gain, et utiliser autre chose pour la transmission. Resterait par exemple à réfléchir à ce qui serait le plus optimisé. Mais après, voilà, vous pouvez commencer à extrapoler sur vos résultats et puis à réfléchir à des nouveaux projets, des nouvelles constructions, et puis chercher des nouvelles façons même d'améliorer ces résultats, de les appliquer dans d'autres configurations. Ensuite, ça a donné lieu à, du coup, comme je vous ai dit, la soumission d'un abstract. Je suis vraiment hyper remerciant envers mon superviseur Daniel Vance, qui m'en a certes beaucoup demandé, mais qui a toujours été là pour répondre à mes questions. On a eu des échanges de mails, j'ai jamais autant parlé, enfin échangé avec quelqu'un. Il a toujours été disponible pour moi, il m'a toujours aidé, et il m'a dit, tu sais, je pourrais te laisser patauger, tu vois, je pourrais te laisser en quelque sorte dans la merde, et tu devrais tout apprendre par toi-même. Vraiment du début. Mais à la fin du semestre, on aurait juste fait une boucle. Et c'est pas ça le but des TP4. Et donc au début, il m'a vraiment appris plein de trucs avant vraiment on se mette à travailler, et il m'a pas laissé galérer. Il m'a tout de suite donné les réponses. C'est plus vers la fin où il m'a laissé me débrouiller, mais je pense que cette méthode a vraiment porté ses fruits parce qu'au final, j'ai compris ce qu'on fait. J'ai même envie d'aller plus loin et je me sens prêt à le faire tout seul, alors que ça aurait été très difficile au début. Voilà, alors on arrive gentiment à la fin, et ceux qui me connaissent ne seront pas surpris par ce petit message, mais comme c'est des conférences qui sont aussi enfin, particulièrement adressées aux premières qui cherchent à découvrir les champs qui existent, moi je dis la physique, bien sûr qu'on a envie d'en faire, mais il faut réfléchir à dans quel monde on en fait, et puis pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, on souffre tous de la crise du Covid, mais derrière nous attend une récession énergétique et un changement climatique encore plus grand. Et vis-à-vis de ça, ce que j'ai aimé dans mon travail, c'est que j'ai travaillé sous contrainte, vraiment comme un ingénieur. J'ai travaillé sous contrainte, je devais faire le mieux avec le moins. Et donc, il y a vraiment un peu voilà, c'est cette optique de contrainte à laquelle on va être confronté dans l'avenir. Donc, vis-à-vis de ça, ça m'a beaucoup plu. J'ai vu un sens. En revanche, travailler à cette Tesla sur des IRM encore plus puissants, pour moi, ça ne fait pas beaucoup de sens parce que ça voudrait dire qu'il faudrait à la longue changer le parc avec tout ce que ça implique. Et comme on arrive dans un monde de contraintes
et de choix, dans lequel on va devoir se mettre au régime, dans lequel un choix va en exclure un autre. Je ne suis pas sûr que des IRM à cette test-là, ça fasse partie de la priorité. Les priorités, ça va plus être vivre dans un milieu sain, environnement, météo saine, avoir accès à la nourriture et avoir accès à l'eau. Et je ne plaisante pas, on est déjà confronté à ces problèmes dans certaines parties du monde où on ne l'était pas avant, on va finir par l'être de façon généralisée. Donc je pense que l'IRM à cette test-là, c'est un détail. Le physicien, il ne peut pas changer le monde. Vous n'allez pas finir l'école là avec un master ou un doctorat et vous mettre à changer le monde. Par contre, vous avez le droit de refuser d'aller travailler à certains endroits et il faut vraiment profiter de ça. Vous allez être qualifié et vous allez pouvoir en quelque sorte choisir où vous allez travailler. Et ça, c'est vraiment pas la chance de tout le monde. Il y a des endroits où si vous estimez que c'est pas soutenable et que c'est pas souhaitable, vous pouvez dire non, moi je ne travaille pas dans cette industrie. Donc, profitez vraiment de ça et prenez ça en compte quand vous réfléchissez à vers où vous voulez aller. Voilà. Moi, j'aimerais que vous reteniez 3 trucs. Vraiment, vous pouvez oublier tout. Ça m'est égal, mais retenez par contre 3 trucs, ça j'y tiens. C'est qu'on peut utiliser la magnétisation pour faire du signal. On peut utiliser la magnétisation pour faire du signal. Vous pouvez, dans ce contexte, raccourcir des dipôles avec des résonateurs diélectriques. C'est nouveau, mais comme on l'a vu, c'est prometteur. Donc il faut investir cette possibilité. D'autant plus qu'elle est souvent très pratique. Il y a beaucoup, c'est très facile de trouver du matériel diélectrique. Rien que la céramique, c'est un très bon exemple de diélectrique qui fonctionne pour faire ce qu'on a fait, par exemple. Nous, on a expérimenté avec du deutérium, et c'est en ça que notre expérience était unique. C'est pas quelque chose qui se fait vraiment. On a vraiment testé quelque chose de nouveau. Et quelque part, le voyage compte plus que les résultats. À travers quelques anecdotes et puis quelques messages comme ça, j'ai essayé de vous dire que, au fond, c'est pas grave si votre expérience elle a raté ou si ça s'est pas passé comme à la fin comme prévu. Vous n'allez pas apprendre des résultats que vous avez obtenus. Vous allez apprendre de la façon dont vous en êtes arrivé là. Que les résultats soient bons ou mauvais, c'est toujours la façon dont on y arrive. C'est le procédé, la réflexion et puis comment on s'en est sorti face aux contraintes qu'on avait. Et ça, c'est vraiment, il faut s'en souvenir, que ce soit un TP, que ce soit un cours, que ce soit quoi que ce soit dans la vie de manière générale, c'est comme ça. Je pense que si on devait faire les choses pour les résultats, en tout cas, personnellement, je ne les ferais pas. Ça ne vaudrait pas la peine. Ok, bon, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et puis maintenant, j'attends vos questions. Et surtout, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions stupides. J'ai peut-être mal expliqué certaines choses. C'est compliqué, et c'est aussi compliqué à expliquer certaines choses. Par rapport à la première partie de la présentation, je ne peux pas garantir que je peux répondre à tout. Par contre, ce qui concerne en particulier mon travail, je me ferai un plaisir de répondre au mieux. Et voilà, la parole est à vous. Alors, merci beaucoup, Thomas, de cette présentation. Elle était absolument superbe. Du coup, j'avais une petite question qui est pourquoi le deutérium qui a rendu votre travail aussi spécial? Parce que la constante diélectrique, c'est 80. En réalité, on ne savait pas qu'on allait travailler avec ça. On a juste testé. Moi, j'ai fait des simulations où j'ai testé plein de constantes diélectriques pour le bloc et des dimensions de blocs différentes. Ça allait de 50 jusqu'à 500. Et les gens travaillent avec la céramique, donc c'est plusieurs centaines, de mémoire, c'est entre 300 et 500. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec 80, on avait quelque chose. Et à notre connaissance, il n'y a pas de travail avec une constante diélectrique à 80. Donc pour rendre notre travail unique et peut-être ouvrir des nouvelles portes, on a décidé de travailler avec le deutérium. Ok, génial. Si les autres participants et participantes ont des questions, allez-y.
Bah, si tu as une question, Jean, on peut y revenir, ouais, formule une question. Aussi, si vous avez des questions de plus de parcours ou bien que c'est éventuellement un domaine qui vous intéresse, n'hésitez pas, hein, des questions plus générales qui sortent de la présentation, je prends volontiers aussi. Ben, peut-être une question plus générale serait pourquoi l'IRM en particulier? Qu'est-ce qui t'a mené à ce choix? Et euh, tu as dit que ça t'intéressait beaucoup, donc qu'est-ce que tu comptes faire pour persévérer dans ce domaine? Alors, au début, je voulais faire génie nucléaire. Et il y avait beaucoup de cours médicaux dans ce programme. Et comme je ne voulais pas travailler en Suisse allemande et que les centrales sont en Suisse allemande, je m'étais vraiment intéressé à ces cours dans ce programme. Je m'étais dit, je vais me plonger là-dedans. J'ai fait des visites à deux, trois endroits quand j'étais encore en bachelor d'IRM dans des hôpitaux. Et en fait, ça m'a plu. Je me suis dit, si j'ai moyen de faire un truc là-dedans, bah, je tenterai. Et on a eu les présentations de labo où ils nous ont parlé du coup du projet de TP dans lequel je suis. Et je me suis dit, bon, bah, je reste en physique pour faire ce TP en fait. Je reste en physique vraiment pour faire ça parce que j'ai envie de faire ça. Et, bah, c'est comme ça que je suis rentré là-dedans. Et au final, je suis entre un peu de la physique médicale, de l'ingénierie vraiment électronique et des notions plus théoriques avec ces histoires de spin. Vous êtes plus après dans la quantique, vous mélangez ça avec de l'électrodine. La pluridisciplinarité m'a beaucoup intéressé. J'ai aimé mon projet et c'est le fait que j'ai aimé mon projet qui fait que j'ai envie de continuer là-dedans. Super. Y a-t-il d'autres questions? Ça veut soit dire que c'était clair, soit que personne n'a rien compris. En effet, mais moi je pense que c'était clair comme l'eau de roche, donc je pense que tout le monde ne peut même pas penser à une question. Ou alors ils sont trop timides, les pauvres. Mais du coup, moi, par rapport justement à ce projet, il faut que j'en parle avec mon superviseur. Mais l'idée, je ne sais pas si, ouais, que j'en ai parlé pendant la présentation. Je voudrais vraiment utiliser le fait que ce champ B1- était très avantageant avec le diélectrique pour en fait utiliser cet élément comme un élément de réception seul. Comme ça, on a seulement le bonus du B1- qui nous fait gagner. Et comme on avait le B1 plus perdant, bah, on le prend pas on fait que la réception, on ne le prend pas pour la transmission. Et pour la transmission, on essaie de trouver autre chose où effectivement c'est le B1 plus qui est gagnant et peut-être faire une combinaison dans un tableau. Donc ça serait intéressant. Moi, je crois que personne n'a de questions. Oui, en effet, il me semble. Je brieferai les poteaux pour savoir si c'était si clair que ça. Mais voilà, ça m'a fait très plaisir de pouvoir parler de ça. Et puis, j'apprécie la démarche, Visée rotationnelle. Merci beaucoup pour ces conférences tout au long du semestre. C'était très intéressant. Ouais. Bah, c'était très volontiers, on en a aussi beaucoup appris, donc voilà, tout bénef. Voilà. Bon,
Bon, bah, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Et puis à la prochaine. À la Salut, ciao, prochaine. ciao.